on va pouvoir reprendre le cours de notre journée. Je crois qu'il reste quelques personnes dehors. Les filles, si vous pouvez rameuter les derniers participants. Euh, donc j'espère que vous avez pu vous restaurer un petit peu, prendre un petit verre et revenir en pleine forme. Donc le SOPK, vous le savez, il n'y a toujours pas de traitement curatif. Aujourd'hui, on traite symptôme par symptôme. Donc c'est toujours un peu compliqué. Néanmoins, il y a quand même des études qui sont faites et des recherches. Et aujourd'hui, on va avoir le plaisir de mener une nouvelle session sur l'innovation thérapeutique et la recherche. Et on va parler de l'étude SOPK-GANI avec Hélène Maître, qui est interne dans nos crénologies en année de recherche sur le SOPK, justement, et sous la supervision du professeur Jonard et du docteur Giacobini. Donc Hélène, tu vas pouvoir commencer. Et puis ensuite, on aura l'intervention de Jean-Marc Durand, qui est avec nous aujourd'hui, et on est très contents, qui va nous présenter son application Calia Pro, qui peut nous apporter aussi d'autres informations sur des interventions non médicamenteuses. Donc ce sera dans un second temps. Merci de ta présence, Hélène, et je te laisse parler. Ça fonctionne. Ah, super, merci à tous déjà. Ah, merci. Donc, je m'appelle Hélène Maître, je suis interne dans le service, anciennement dans le service d'AMP à Jeanne de Flandre. Donc c'est au CHU de Lille. Je suis interne d'endocrinologie. Et là, je suis sur la fin de ma formation du coup, pour devenir endocrinologue. On finit dans 1 an. Et j'ai mis en pause mon internat là, pendant 1 an pour me consacrer à ce que je souhaitais, la recherche sur le SOPK. Grâce au professeur Jonard et au docteur Giacobini, j'ai pu participer à la réalisation d'une étude clinique qui s'appelle SOPK-GANI, dont le but est d'évaluer une perspective thérapeutique qui serait un antagoniste de la GnRH dans le SOPK. Je vais vous en dire un peu plus. Et le professeur Jonard, du coup, c'est la chef de service du service de gynéco-endocrinologie au CHU de Lille. Et le docteur Giacobini, un scientifique qui est expert dans la recherche sur le SOPK et qui travaille à l'INSERM de Lille et qui a initié ce projet. Oups. Ah. Donc, en guise d'introduction, je vais passer assez rapidement parce que le docteur Peignet et collègue endocrinologue a présenté déjà beaucoup de choses. Donc, c'est pour rappeler que c'est très fréquent, 10% des femmes en âge de procréer, que c'est la première cause d'infertilité anovulatoire, ça on l'a déjà dit, mais que l'infertilité, c'est pas le seul symptôme du SOPK et que toutes les femmes qui ont un SOPK ne sont pas concernées par l'infertilité. Le diagnostic, ça pareil, on en a déjà pas mal parlé. Moi aussi, sans concerter avec le docteur Peignet, j'avais choisi de mettre cette petite image de première de couverture des nouvelles recommandations qui sont sorties en 2023. Et ça se base sur l'association de 2 critères sur 3, des critères de Rotterdam, sur lesquels je ne reviens pas du coup. Mais à l'intérieur de ce cercle, du coup, on voit que l'association de 2 critères permet de poser le diagnostic et la forme complète est le phénotype A, mais il suffit de 2 critères pour diagnostiquer le SOPK. Et là, ça a sauté sur le côté, mais ce sera sur la prochaine diapositive. Ouais. Bien sûr, après élimination des diagnostics différentiels, on l'a déjà dit, donc il faut éliminer d'autres causes qui pourraient être à l'origine de ces symptômes, mais qui ne seraient pas un SOPK avant de pouvoir dire qu'on a un SOPK. Les complications à long terme, ça aussi on a pas mal parlé déjà. Le SOPK, c'est pas que les symptômes qui sont décrits dans les critères de Rotterdam, mais ce sont plein d'effets à long terme, notamment sur le métabolisme, avec le risque augmenté de diabète de type 2, d'obésité, d'hypertension artérielle, les risques cardiovasculaires, les risques plutôt d'ordre psychique, de dépression, d'anxiété, du trouble du comportement alimentaire, le surrisque de cancer de l'endomètre quand ce n'est pas pris en charge, les risques obstétricaux au cours de la grossesse, et ça peut altérer fortement la qualité de vie des patientes qui sont concernées. Et qu'est-ce qu'on a pour se prémunir de ça? Donc après, bien sûr, les règles hygiéno-diététiques en première intention, on a un certain lot de traitements disponibles, mais qui sont uniquement des traitements symptomatiques. Donc cette liste, elle n'est pas du tout exhaustive. On en a parlé déjà avant plus en détail, mais il y a un certain lot de traitements qui sont disponibles pour lutter contre l'hyperandrogénie, que ce soit la pilule, la spironolactone, l'androcure, pour lutter contre l'insulinorésistance, comme la metformine, mais ce n'est pas que, il y a aussi les analogues du GLP-1, l'inusitol,
et pour lutter contre l'anovulation, pour essayer de stimuler l'ovulation, le clomid, le létrozole, la FSH injectable. Mais tous ces traitements, ils ont bien sûr des effets secondaires que vous avez peut-être expérimentés, que ce soit les troubles digestifs qui sont très fréquents avec la metformine, les grossesses multiples qui a un risque aussi avec les traitements pour stimuler l'ovulation, et puis des choses plus rares, mais dont on a peur, bien sûr, quand on le prend et quand on le prescrit, le surrisque de développer des méningiomes sous androcure, le risque thromboembolique de la pilule, et puis tous les effets secondaires qui peuvent arriver avec la pilule. Et puis l'autre souci, c'est qu'on est parfois un peu démuni quand, il y a plusieurs symptômes en même temps, parce que ces traitements, ils sont pas forcément compatibles entre eux. Quand on a un désir de grossesse et une hyperandrogénie, on peut pas conseiller grand-chose sur le plan médicamenteux, parce que les traitements de l'hyperandrogénie sont soit contraceptifs, soit tératogènes. Donc c'est pas compatible avec un désir de grossesse. La pilule est contraceptive, l'androcure est fortement contraceptif. Hem Et la spironolactone peut induire des troubles du développement des organes sexuels si on attend un petit garçon. Donc c'est pas du tout conseillé d'avoir un désir de grossesse sous spironolactone. On l'arrête avant le désir de grossesse. Et donc on a besoin urgemment de nouvelles thérapeutiques qui puissent prendre en charge le SOPK de manière plus globale et plus étiologique. Simplement, la difficulté, vous l'avez vu dans tout ça, c'est que on est un petit peu coincé sur le nœud du problème. Quelle est l'étiologie exacte du SOPK? Tout ça, c'est encore un peu obscur. Il y a plein de choses qui sont intriquées entre elles. J'ai choisi de vous décrire un petit peu, faire un focus sur la dysfonction neuroendocrine dans le SOPK. Donc, il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses dans le SOPK, mais ça, c'est la voie qu'on va cibler avec la perspective thérapeutique. Donc, je viens un petit peu plus dans le détail là-dessus. Quand on n'a pas de SOPK, dans le cerveau, l'hypothalamus va sécréter une hormone qui s'appelle la GnRH de façon pulsatile, qui va stimuler la sécrétion de LH et d'FSH au niveau de l'hypophyse. Et la LH aussi est sécrétée de façon pulsatile en réponse à la GnRH. Et ces deux hormones, elles vont stimuler la production d'œstrogènes et de testostérone, dans une très faible mesure pour la testostérone, par les ovaires, ainsi que la progestérone en deuxième partie de cycle. Chez une femme qui a un SOPK, il y a une dysfonction neuroendocrine, c'est-à-dire une altération de la sécrétion de certaines hormones par le cerveau, et ça fait assez longtemps que c'est connu. Ce qui est connu surtout, c'est l'augmentation de la LH, et cette augmentation de la LH, elle est liée en fait à une augmentation de la GnRH. La GnRH est sécrétée de façon augmentée, mais aussi hyperpulsatile. Sa libération est perturbée. Il y a des pics qui sont très amples, très fréquents de GnRH, et ça induit une hyperpulsatilité également de la sécrétion de la LH. Ça induit une diminution relative de la FSH, c'est-à-dire que la FSH, elle est aussi produite sous l'action de la GnRH, mais quand on a une hyperpulsatilité de la GnRH, on produit préférentiellement de la LH au détriment de la FSH. Donc on a un ratio LH sur FSH qui est augmenté et un déficit relatif en FSH, ce qui peut expliquer les troubles de l'ovulation, parce que les follicules ont besoin de FSH pour se développer. En parallèle, il y a aussi une résistance à la FSH. Et cette augmentation de la LH, hyperpulsatilité de la LH, elle provoque une augmentation de sécrétion de la testostérone par certaines cellules des ovaires, qui est importante dans le SOPK. Et ce que je n'ai pas dit, c'est qu'en physiologie, normalement, la production d'œstrogènes, de testostérone et de progestérone vont dire au cerveau: hop, ça suffit, on a assez travaillé, maintenant on arrête la production de LH, de GnRH, pour réguler tout l'ensemble. Et dans le SOPK, eh bien, on a une perte de cette régulation par les œstrogènes, la testostérone, la progestérone sur le cerveau. Le système s'emballe. On n'a plus ce rétrocontrôle négatif qui permet l'équilibre de la GnRH. Par ailleurs, on a une augmentation de l'AMH qui est sécrétée par les follicules en croissance au niveau des ovaires. Et ça, notre équipe a montré il y a quelques années déjà que l'AMH, elle peut agir sur les neurones à GnRH, hyperexciter ces neurones et provoquer une augmentation de la libération et de la pulsatilité de la GnRH. Il y a également dans le SOPK, on l'a vu, une insulinorésistance qui aggrave l'hyperandrogénie et vice-versa. L'hyperandrogénie aggrave l'insulinorésistance. Tout ça, c'était pour expliquer un petit peu le contexte de l'étude. L'étude, elle s'intéresse à un antagoniste de la GnRH compétitif,
qu'un antagoniste de la GnRH sont des traitements qui sont connus depuis assez longtemps, qui sont utilisés dans notre spécialité pour les protocoles de FIV ou l'endométriose, et puis qui sont utilisés dans d'autres spécialités, par exemple en oncologie pour les cancers hormonodépendants, et qui vont bloquer l'action de la GnRH endogène au niveau de ces récepteurs. Ça prend la place de la GnRH sur les récepteurs hypophysaires et ça empêche la GnRH d'agir sur l'hypophyse et ça empêche la production de LH, de FSH. L'idée dans l'étude, c'est de antagoniser partiellement, avec une faible dose d'antagonisme de la GnRH, la surproduction de GnRH. Donc, pour lutter contre la production excessive et hyperpulsatile de la GnRH, donner une faible dose d'antagoniste pour permettre non pas d'inhiber complètement la production de LH, mais rétablir une signalisation normale, une normalisation de la production de LH en termes de taux et de pulsatilité. Est-ce que c'est efficace? Il y a des études préliminaires chez la souris. Donc, c'est une souris modèle SOPK qu'on a modifiée pour qu'elle ressemble à un SOPK humain. Et on peut voir sur la première figure, un petit peu complexe, mais l'idée, les pics, c'est le cycle stral de la souris, donc un peu le cycle ovarien de la souris. La souris ne peut pas détecter ses règles, mais elle a un cycle stral sur 4-5 jours. Et en cytologie, en analysant les cellules vaginales, on peut savoir si elles présentent des cycles ou pas. On donne donc notre souris modèle SOPK, elle ne cycle pas bien au début. On donne une très faible dose de cétrorélix. On voit qu'on peut rétablir un petit peu les pics, mais pas de façon complète. On donne une dose intermédiaire de cétrorélix, qui est un antagoniste de la GnRH. On rétablit là complètement la cyclicité ovarienne. Et par contre, avec une dose plus importante, là, il n'y a aucun cycle. Quelle action ça a sur la LH et la testostérone? La souris modèle SOPK, c'est en rouge très foncé. Là, par rapport au gris, les souris témoins, elles ont une LH plus élevée, testostérone plus élevée. Et de donner ce cétrorélix à faible dose, ça permet de rétablir une LH normale, une pulsatilité de la LH normale, et de rétablir des taux de testostérone qui sont proches de celles de souris contrôle. On vérifie qu'elles ovulent normalement. Alors, les souris, ce n'est pas comme les humains, elles ne font pas un, voire deux ovocytes, mais elles sont des portées de souriceaux, donc elles ont beaucoup d'ovulation. Une souris contrôle, elle a plein de corps jaunes, témoins de l'ovulation qui est apparue avant. Une souris PMH, c'est la souris modèle SOPK, elle a très peu d'ovulation. Et avec le cétrorélix, on peut voir réapparaître des corps jaunes, donc elle réovule. Les objectifs de cette étude, c'était d'évaluer une faible dose de ganirelix, qui est un autre antagoniste très proche du cétrorélix dans le SOPK, sur la pulsatilité de la LH, sur les taux d'androgènes et sur les taux d'autres hormones comme la FSH, le stradiol et la MH. Et de comparer deux faibles doses, parce que vous avez vu que l'enjeu aussi, c'est le choix de la dose qui n'est pas évident. Donc, on a utilisé deux doses comparées à une dose qui est utilisée classiquement en fécondation in vitro, qui est de 1 stylo complet par jour. Là, c'est un quart ou un dixième de cette dose. Les critères d'inclusion, donc le profil de patientes recherchées pour participer à l'étude, c'était des femmes de 18 à 35 ans qui avaient un diagnostic de SOPK selon les recommandations, avec un bilan hormonal présentant une AMH élevée, une LH élevée, une hyperandrogénie, pas de traitement. Ça, c'est un des freins aussi au recrutement, c'est qu'il ne faut absolument pas qu'elles aient un traitement contre l'hyperandrogénie ou autre, puisqu'on ne pourra pas évaluer l'effet du ganirelix seul s'il y a déjà un traitement du SOPK. Et un IMC entre 20 et 30. Alors pourquoi on ne s'est pas intéressé aux femmes qui présentent une obésité, alors que ça concerne quand même une grosse partie des femmes qui sont atteintes par le SOPK, puisque c'est une des complications? C'est parce qu'en cas d'insuline-résistance, on a vu qu'on aggrave l'hyperandrogénie. Donc on voulait déjà montrer que le ganirelix puisse être efficace quand il n'y a pas trop d'insuline-résistance. Par la suite, dans une autre étude, savoir si, quand il y a l'insuline-résistance, c'est tout de même efficace ou non. On espère que oui. Voilà. Comment ça se passe en pratique? Donc, c'est en début de cycle, entre le 2e et le 5e jour du cycle, spontané ou déclenché par du faston. Les femmes viennent à partir de 8 heures. On fait un premier prélèvement qui concerne toutes ces hormones que vous voyez à T0, LH, FSH, le stradiol, les androgènes, la MH. Et après, toutes les 10 minutes, on va établir leur profil de pulsatilité de la LH en base. Donc, il faut des prélèvements très fréquents puisque, comme c'est pulsatile et qu'on veut voir le profil de pulsatilité, on fait ces prélèvements toutes les 10 minutes. Alors bien sûr, on ne pique pas toutes les 10 minutes, on met en place un cathéter au début de l'étude et on prélève dessus régulièrement. À midi, à 4 heures du début de l'étude, on injecte une des deux doses du ganirelix, la très faible dose, un dixième, ou un peu plus forte, un quart de la dose. On remesure la LH toutes les 10 minutes et à la fin de l'étude,
encore 4 heures après de l'injection de Ganirelix, on remesure toutes les hormones. Tout ça, ça se passe en hôpital de jour au CHU de Lille. Et au 3e jour après l'étude, on appelle la patiente pour vérifier qu'il n'y a pas eu d'effet secondaire retardé du traitement. À ce jour, donc je vous présente les résultats provisoires. On attend 20 patientes, 10 avec une dose, 10 avec une autre dose. Les patientes qui ont été incluses, elles présentent des caractéristiques hormonales en base, donc ça, c'est les taux hormonaux, les caractéristiques au début de l'étude, qui sont cohérentes avec un SPK. Elles ont une AMH élevée, une testostérone élevée, une LH assez élevée. Ça, c'est un exemple de pulsatilité d'une patiente qui est venue et qui a eu l'injection de Ganirelix à la dose de 1/10. Donc, on voit qu'il y a un algorithme qui nous permet de situer les pics de LH. Avant l'injection de Ganirelix, en base, elle présente 4 pics sur 4 heures et qu'après, elle n'en présente plus que 2. Donc, on pense que ça permet d'abaisser le nombre de pics de LH. On regarde en moyenne sur toutes les patientes qui sont venues ce que ça a donné. Effectivement, il y a significativement un abaissement des pics de LH, un abaissement de la LH moyenne après le Ganirelix par rapport à avant. Quand on l'illustre par rapport à si on prend une LH avant l'étude qui est à 100% arbitrairement, on remarque qu'il y a ça correspond à une diminution en moyenne d'environ 10% de la LH après, donc ce qui n'est pas trop bien. Et qu'est-ce que ça fait sur les autres taux hormonaux, notamment les androgènes? Ça permet une diminution significative de la testostérone à plus 4 heures. Ça ne normalise pas, parce que le taux dans notre laboratoire, c'est 0,39 pour dire qu'il y a une hyperandrogénie. Donc, en moyenne, elles ne sont pas normalisées, mais elles ont baissé d'environ 10% aussi. C'est peut-être un peu tôt, 4 heures après. Non seulement on ne va pas garder les patientes toute la nuit, mais on peut espérer que plus tard, il y ait un meilleur effet sur la testostérone encore. Pareil sur l'androstendione, là ça permet une diminution encore plus importante de l'androstendione. Ça diminue la FSH, mais modérément, parce que le ratio LH sur la FSH, il est assez diminué. Donc ça diminue la FSH, mais pas trop. Et c'est ça qui fait qu'on espère qu'il y ait un effet sur l'ovulation, comme chez la souris. Les taux d'œstradiol ne sont pas modifiés. Ça, on est plutôt content parce que un des effets secondaires qui est attendu quand on utilise des grosses doses, par exemple dans l'endométriose, c'est de provoquer une hypoœstrogénie, donc une carence en oestrogène. Là, c'est pas du tout ce qui est souhaité dans le cadre du SOPK. Ça ne modifie pas l'AMH à court terme. C'est possible que ça la modifie à long terme, mais là, c'est trop tôt, comme c'est sécrété par les follicules en croissance, d'évaluer l'AMH à ce moment-là. En résumé, quelles sont les actions du Ganirelix qu'on a prouvées pour le moment dans notre étude pilote? Pour l'instant, si on reprend le schéma de la dysfonction neuroendocrine du SOPK, ça améliore la pulsatilité LH, ça diminue la LH moyenne et basale, ça améliore le ratio LH sur FSH, ça diminue les androgènes, ça ne modifie pas la production d'oestrogènes, ça on est plutôt content. Il n'y a pas de modification à court terme de l'AMH. Et quid de l'insulinorésistance? Ça, pour l'instant, on n'en sait rien. L'étude, elle n'évalue pas ça. Quelles sont les perspectives? Donc déjà, continuer l'étude, faire venir les autres patientes pour étudier aussi la dose un peu plus élevée, pour identifier la meilleure dose, explorer l'effet sur le métabolisme. Donc ça, c'est des études précliniques qu'on fait en ce moment chez la souris. Et aussi, après, faire un peu la même étude, mais chez les patientes qui sont concernées par l'insulinorésistance pour voir l'effet du Ganirelix. On sait que ces patientes-là ont également une dysfonction neuroendocrine. Et si ces résultats ils sont concluants, bien sûr, évaluer l'effet à plus long terme sur du Ganirelix par rapport à un placebo, pas seulement sur les taux hormonaux, mais sur les cycles, les symptômes d'hyperandrogénie, la qualité de vie. Comme je vois qu'il me reste un peu de temps, je vais revenir sur d'autres choses que je n'ai pas encore explicitées et qui vont probablement de toute façon venir dans les questions, sur les effets secondaires attendus des traitements. Un des plus fréquents avec l'utilisation en FIV par exemple, c'est la réaction cutanée au point d'injection. On peut avoir, qui ne correspond pas à une allergie, mais une rougeur, une démangeaison au point d'injection du traitement. Ça, c'est des effets secondaires fréquents, mais qu'on n'a pas constatés là chez les 9 patientes qui sont venues à l'étude, probablement parce que la dose aussi, elle est beaucoup moins élevée. Les autres effets secondaires, ils sont liés à la carence oestrogénique, mais là, on ne s'attend pas à les retrouver. Donc, chez les 9 patientes, pour l'instant, rien n'a été rapporté, et tant mieux.
Voilà. Et on a besoin de vous pour faire avancer la recherche sur le SOPK. Donc si vous le souhaitez, on cherche encore des patientes. Lille, c'est pas si loin, de Paris, c'est 1 heure en train. On rembourse les transports pour venir, nous voir. On est sympa à Lille, en plus. Et on cherche encore au moins 10 femmes, volontaires. Il y en a une prochaine là qui est déjà sous du faston qui va venir prochainement, mais au moins 10 femmes pour participer à l'étude. Et n'hésitez pas à me contacter, du coup ça c'est mon adresse mail, vous pouvez la prendre en photo, pour participer avec nous. Les femmes qui sont venues jusque-là, on a eu plusieurs femmes qui sont venues via cette association, via Asso SOPK. C'est comme ça que j'ai été contactée pour venir présenter l'étude. On a eu des femmes qui ont été recrutées en consultation. C'est pas évident parce qu'il faut pas de traitement, donc en général, c'est soit au diagnostic, soit au moment où on va soit parce qu'on souhaite pas de traitement, ce qui est possible aussi, ou on a suffisamment, de bénéfices avec, l'amélioration du mode de vie, soit quand on arrête les traitements pour l'hyperandrogénie dans un cadre de désir de grossesse et que la grossesse se fait un peu attendre. Là, il y a pas de souci pour faire l'étude, sur un cycle. Ça perturbe pas du tout, la possibilité d'une grossesse naturelle parce que, déjà, ça sera un traitement, on l'espère, qui va améliorer l'ovulation et en plus, c'est fait de manière aiguë sur une seule injection. Le traitement, au bout de 24 heures, il y a plus d'effet. Donc c'est vraiment une étude pilote là sur les taux hormonaux. Donc ça n'aura aucun effet sur, le cycle en cours. Donc il y a eu plusieurs patientes qui sont venues comme ça en désir de grossesse. Il y en a aussi, heureusement pour elles, qui tombent enceintes avant de pouvoir participer, à l'étude et tant mieux, mais c'est souvent, voilà, au diagnostic, au moment du désir de grossesse qu'on a les patients qui peuvent venir. J'en profite pour remercier, le professeur Sophie Cato-Jonard qui dirige cette étude au CHU de Lille, le docteur, Paolo Giacobini qui est chef de projet, à l'INSERM, qui est à l'initiative de ce projet, toute l'équipe du laboratoire avec qui je travaille en ce moment. Donc là, c'est plutôt sur la partie préclinique chez les souris. Le docteur Ludovica Cotelessa qui a été un petit peu mon mentor au cours de cette année de recherche. Et puis bien sûr toutes les autres personnes qui ont participé à la réalisation de cette étude, que ce soit les infirmières, les aides-soignants, les personnels administratifs qui ont pu permettre la réalisation et surtout, toutes les femmes qui sont venues, qui sont volontaires, qui sont, souvent en plus, très motivées, qui ont plein de connaissances, et qui peuvent permettre que tout ça, soit possible. Voilà. Merci beaucoup Hélène. Je trouve que c'est très intéressant de voir que le SOPK n'est pas abandonné et qu'il y a des études dessus et que vous travaillez en équipe justement pour essayer de nous trouver des solutions et des traitements.